On a le plaisir, donc Alison Goujon et moi-même, de partager avec vous aujourd'hui le travail et l'expérience de notre équipe, qui est une équipe de médecine psychologique de l'enfant et de l'adolescent, qui est dirigée par le professeur Diane Perper-Wakil sur le CHU de Montpellier. Et on va essayer de vous présenter les interventions qu'on propose auprès des parents d'enfants qui ont des troubles du comportement, à travers notamment les programmes d'entraînement aux habiletés parentales. Alors, d'abord, on va regarder un petit peu ce qui se dit dans les recommandations de bonnes pratiques de l'HAS. Donc, si on regarde les recommandations de 2020 sur le repérage et l'orientation des enfants à risque de troubles du neurodéveloppement, on a des recommandations en termes d'intervention précoce qui comprennent la guidance parentale. Ensuite, on a la chance d'avoir prochainement de nouvelles recommandations sur le TDAH qui devraient être publiées très très prochainement sur le diagnostic et l'intervention thérapeutique auprès des enfants et des adolescents TDAH. Et on retrouve également dans ces recommandations comme intervention de première ligne les programmes d'entraînement aux habiletés parentales. Alors, ils sont recommandés à la fois pour les enfants qui ont un diagnostic de TDAH, mais aussi pour les jeunes enfants qui sont avec une suspicion de TDAH ou des troubles du comportement. Donc, qu'est-ce qu'on entend comme troubles du comportement, qu'on nomme aussi des troubles externalisés? Donc, c'est des comportements qui, on dit bruyants, en fait, qui vont avoir un impact fonctionnel souvent important et qui se traduisent par des comportements d'impulsivité, d'agitation, d'opposition, de provocation, mais aussi d'agressivité, de désobéissance, et ça comprend aussi ce qu'on appelle les crises de colère. Pourquoi on a développé des programmes spécifiques pour les enfants qui ont des troubles du comportement? Donc, comme vous le savez, comme ça a déjà été dit, avoir un enfant qui a un trouble du comportement, ça va modifier la dynamique familiale. Donc, ce sont des parents qui se sentent souvent dépassés, à la fois par les comportements de leur enfant, mais aussi par la gestion du quotidien, qui ont un sentiment finalement d'efficacité, voire d'échec parental, qui va également être renforcé par les multiples remarques aussi de leur entourage, voire des crèches ou de l'école, qui du coup va renforcer finalement leur manque d'estime d'eux-mêmes. Le style éducatif aussi est souvent modifié dans ces familles-là. Je développerai ça tout à l'heure. Mais le problème, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, l'environnement est essentiel dans l'évolution des troubles du comportement. Donc, il va falloir absolument placer les parents au centre, finalement, de la prise en charge de ces troubles-là, et notamment les impliquant dans ces programmes d'entraînement aux habiletés parentales. Donc, au contraire de ce que des idées reçues qu'on peut avoir sur les pratiques éducatives, ce sont des familles souvent qui ont un style très autoritaire. Elles adoptent souvent de manière involontaire, et vous l'avez aussi déjà dit, des pratiques éducatives qui sont souvent négatives, inefficaces et incohérentes, avec souvent plus de critiques, plus de remarques verbales vis-à-vis des comportements inadaptés, mais aussi l'utilisation finalement assez fréquente de punitions physiques. Ce sont des familles aussi qui ressentent souvent beaucoup de ressentiment vis-à-vis de leur enfant et qui vont être plus distants, moins affectueux. Vous avez sûrement tous rencontré des parents qui vont témoigner du fait qu'ils vont chercher leur enfant, que ce soit à la crèche ou à l'école, la boule au ventre, du fait qu'ils appréhendent finalement les moments passés avec leur enfant. Alors, ça n'enlève en rien l'amour finalement qu'ils éprouvent pour leur enfant, mais ça illustre bien finalement cette ambivalence, on va dire, dans les sentiments qu'ils ressentent. Donc tout ça, bien sûr, ça va nuire à la qualité de la relation parent-enfant, mais pas que. Ça perturbe aussi d'autres interactions au sein de la famille. À la fois, on retrouve beaucoup de conflits au sein de la fratrie. Et on sait aussi que la relation conjugale est aussi mise à mal par les troubles du comportement de l'enfant. Donc ce sont des parents qui ont une impression, comme je vous ai dit, d'avoir de faibles compétences parentales et qui sont soumis aussi à un stress élevé qui est souvent lié finalement à une attribution causale négative concernant les comportements de l'enfant. Donc c'est des parents qui ont l'impression que c'est de leur faute finalement si leur enfant est ainsi.
Voilà, d'où l'importance qu'ils comprennent les comportements de l'enfant pour mieux les interpréter. Alors, quelles sont les bases théoriques finalement de ces programmes parentaux? Donc, elles s'appuient sur 3 modèles théoriques, à la fois le modèle systémique, qui considère finalement la famille comme un système dans lequel les comportements de chaque membre finalement vont s'influencer de manière réciproque. Ensuite, elle s'appuie aussi sur la théorie de l'attachement, qui, elle, appuie le fait que la qualité, finalement, de la relation parent-enfant est importante pour permettre la régulation des émotions et du comportement. Et ensuite, on a aussi l'approche comportementale dans ces programmes d'entraînement aux habiletés parentales qui, fait référence à la théorie de l'apprentissage social, selon lesquels les antécédents finalement qui vont précéder un comportement, mais aussi les conséquences qui en découlent, vont influencer finalement les chances que le comportement soit produit à nouveau. Et part aussi du postulat que l'enfant apprend aussi par imitation et observation de comportement de ses parents. Au niveau des bases théoriques également, on a ce processus coercitif, donc c'est une théorie de Patterson. Alors en fait, concrètement, l'idée c'est que, comme ça a été dit, les parents ils vont avoir tendance à mettre en place des stratégies plus coercitives, sauf que ces stratégies-là vont avoir tendance à aller renforcer et maintenir les troubles du comportement. Donc en fait, l'idée sur le premier grand cercle que vous voyez, c'est que face au comportement inapproprié de l'enfant ou un refus d'obtempérer, si on prend un exemple très très simple, l'enfant lui demande d'aller se laver les dents et il veut pas, il commence à s'opposer, à refuser, etc. La stratégie que les parents vont mettre en place à ce moment-là, parce que c'est quelque chose de très récurrent, ça va être de dénoncer une punition, de dire si tu vas pas te laver les dents, tu seras puni de telle chose, etc. Souvent, ce que ça va produire comme réaction, c'est que l'enfant, il va donc monter en escalade, c'est-à-dire il va commencer à s'opposer davantage, il va commencer éventuellement à monter un petit peu en colère, etc. Et ça va avoir un effet où le parent va aussi monter en escalade et va avoir tendance à surenchérir au niveau des stratégies punitives, voire même parfois à énoncer des stratégies de type je sais pas, tu seras puni d'écran toute ta vie, ou enfin voilà, ça va être des choses comme ça. Et en fait, ça va monter à une escalade réciproque où tout le monde va se mettre en colère. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir 2 options ensuite. C'est soit l'enfant va finir, entre guillemets, par fléchir et va finir par aller se laver les dents, tout en ayant gagné un peu de délai quand même, parce que ça prend un petit peu de temps, mais en même temps, ça va renforcer le parent en disant cette stratégie que j'ai utilisée, ça fonctionne pour qu'il aille se laver les dents. Ou alors, la soirée, je sais pas, sera avancée ou autre, il y a plus le temps, donc en fait l'enfant aura réussi à éviter ce qu'il avait pas envie de faire, et donc ça va le maintenir, c'est-à-dire que la fois d'après, il va reproduire le même comportement. Et donc c'est vraiment ce fonctionnement-là qui fait que ça va maintenir, voire renforcer en fait les comportements de l'enfant. Donc nous, avec les programmes parentaux, ce qu'on va venir faire finalement, entre autres, c'est d'aller accompagner les parents pour qu'ils aient une réponse différente en fait face à ces comportements-là, et en modifiant leur réponse, ça va de ce fait en fait modifier les comportements de l'enfant. Donc c'est vraiment sur ce point-là qu'on veut agir. On vous a mis du coup là les principaux programmes d'entraînement aux habiletés parentales en France. Donc on vous a mis vers la fin une slide qui permet de reprendre un peu plus en détail les différences en fait entre ces différents programmes. Ce qu'on peut vous en dire là, c'est que dans la liste, vous en avez 2 qui sont quand même spécifiques sur TDAH, TOP aussi, on peut le dire quand même, trouble oppositionnel. Donc vous avez le programme de Barclay qui est le programme le plus connu et le programme Mieux vivre avec un TDAH. Au niveau des âges, ils sont à peu près équivalents, et donc Mieux vivre avec un TDAH, c'est un programme qui est québécois, si je ne dis pas de bêtises, et le programme de Barclay qui a été mis en place en France dans les années 2000, c'est ça, à Robert Debré. Vous avez des programmes plus, on va dire, généraux. Donc, il y a le programme Incredible Years, par exemple. Donc là, il y a tout un tas de modules qui existent même. C'est des séries de programmes, en fait, Incredible Years. Et il y a, entre autres, des programmes parentaux, mais pas que. Et puis, il y a plein de modules différents en fonction des tranches d'âge. Il y a même des programmes un peu plus spécifiques, troubles des conduites pour les adolescents, etc.
Et donc Incredible Years et le programme Triple P, c'est des programmes pour le coup qui nécessitent d'avoir fait une formation spécifique avec une accréditation, et il y a même également la possibilité d'avoir une certification pour ensuite être formateur, etc. Incredible Years, c'est des programmes pour lesquels on peut se former sur un module en France depuis peu. Et sinon, il faut aller dans d'autres pays. Nous, au niveau de l'équipe, que ce soit moi ou mon collègue, on a été se former en Angleterre, du coup. Et le tout dernier, qui est donc un programme un petit peu plus mixte, dans le sens où il y a en fait des groupes par an, mais il y a aussi des temps en individuel, où en fait il y a un thérapeute qui va observer un parent en interaction avec son enfant, et qui va en fait reprendre ce qui était adapté dans l'interaction, ce qui fonctionnait bien, et puis reprendre aussi les choses qu'il faut modifier, etc. Donc ça peut être fait aussi sur des temps d'interaction filmés qui sont repris ensuite, ou des choses in vivo. Alors, donc là, l'idée, c'est juste pour montrer un petit peu plus la spécificité. Donc là, c'est juste pour comparer, mais pas dans un sens de valeur, mais plus. Donc, les programmes d'entraînement aux habiletés parentales, c'est des programmes qui sont structurés. On va vraiment se fixer sur de la transmission de techniques. Alors, il y a toujours des petits temps d'échange parce qu'on fait un retour sur les différentes stratégies d'une fois à l'autre. Mais par exemple, les groupes de parole, c'est des choses qu'on peut recommander aussi en parallèle pour les parents, vraiment pour avoir l'aspect vraiment échange, partage, soutien, etc. Donc c'est des choses quand même différentes. Les programmes, donc c'est des programmes sur lesquels il y a eu des recherches qui ont été validées scientifiquement, avec un contenu spécifique, avec un manuel de référence, etc. Il y a un nombre de séances définies, c'est un groupe fermé, c'est-à-dire qu'on commence avec tant de parents, c'est les mêmes parents qui font tout le long, parce que chaque séance, on va donner une thématique en particulier, etc. Et donc c'est ce qu'on propose nous dans le contexte de soins, mais on encourage effectivement vivement les parents à aussi se rapprocher d'associations, etc., pour avoir tout ce versant vraiment aussi soutien, un père aidance, etc. en fait. Donc dans l'application de ces programmes, en général, c'est plutôt des programmes où il y a une dizaine de familles qui assistent. C'est en général une dizaine de séances. Les temps sont d'environ 1h30. Alors après, il peut y avoir des variations, hein. On vous présentera un petit peu ce qu'on fait nous. Donc parfois, c'est plus long pour certains programmes. Et en général, c'est une séance tous les 15 jours, en fait, 2 séances par mois. Et il y a toujours, et comme je disais, donc en fait, on présente une technique en particulier pendant une séance. Et puis les parents ont pour tâche, en fait, d'essayer la technique entre-temps, d'ici la séance suivante. Et puis on reprend toujours en début de séance, comment ça s'est passé pour eux, ce qu'ils ont pu, si c'est pas le cas, quels ont été les freins. Voilà, on essaye de bien accompagner quand même à ce niveau-là. Et donc on suit un petit peu ce programme tout le long. Après, il y a d'autres déclinaisons. Alors là, je vais juste introduire. Donc, ça peut aussi être des choses qu'on peut faire en accompagnement individuel avec les parents. Et puis, il y a d'autres variations possibles, notamment des choses plutôt en distanciel. Et puis, des stages, plutôt un stage intensif plutôt qu'en groupe long, comme ça peut être proposé. Mais là, du coup, c'est Jessica qui en dira un peu plus juste après. Voilà, donc nous dans le service, c'est vrai qu'on a beaucoup développé ce type de programme en ligne. Alors au départ, c'est le Covid qui nous a un peu poussé vers ce type de pratique-là, mais aujourd'hui finalement, on s'y retrouve beaucoup et on n'a pas fait marche arrière en fait. Pourquoi parce qu'il y a en fait énormément d'avantages qu'on n'avait pas sur du présentiel. Et à la différence de ce qu'on pourrait imaginer, on se retrouve avec des groupes dans lesquels il y a beaucoup plus finalement d'interaction entre les parents et de partage émotionnel. Alors pourquoi déjà, on a moins de gêne sociale, c'est-à-dire que les parents sont pas obligés de mettre leur nom déjà, ils mettent le nom de leur enfant, donc il y a un certain anonymat. Ils sont pas obligés d'allumer leur caméra non plus. Ils sont le chat aussi, donc il y a une discussion en parallèle qui permet d'échanger continuellement
tout au long de la séance et qui permet aussi, par exemple, quand un parent témoigne, que d'autres parents puissent en parallèle dire « Waouh, c'est super, merci pour ce témoignage, on se reconnaît tellement dans ce que vous êtes en train de dire, courage », avec des petits smileys, des petits cœurs par-ci par-là. Et voilà, et tout ce partage émotionnel fait qu'on se retrouve avec des groupes dans lesquels il y a beaucoup plus finalement de cohésion, de soutien. Et ce sont des groupes finalement qui gardent contact, qui créent des groupes WhatsApp, qui restent soutenants les uns pour les autres en dehors du groupe et une fois le groupe terminé, et qui des fois se rencontrent aussi dans la vraie vie réellement. Et c'est des choses qu'on n'arrivait pas à voir en présentiel. On avait beau faire en sorte que ce soit hyper convivial, de mettre des petits gâteaux, du café, de faire une pause très longue. En fait, c'est vrai que la gêne sociale fait que les parents avaient plus de mal à interagir. Et finalement, on a aussi une facilité d'accès. On a des parents qui n'auraient jamais pu se déplacer, se libérer. C'est-à-dire que de temps en temps, on propose ça entre midi et 2. Il y a des parents qui restent sur leur lieu de travail et qui peuvent participer ainsi à ces groupes. Un autre avantage, c'est qu'on a beaucoup plus de papas. C'est-à-dire qu'on a une égalité qu'on n'avait plus pas du tout, qu'on n'a toujours pas quand on fait des groupes en présentiel. Donc ça, c'est vraiment très intéressant pour nous. Après, bon, il y a des inconvénients malgré tout. Il faut avoir une bonne connexion, il faut être bien équipé. Il y a quand même des petites contraintes. Pour les thérapeutes, ça facilite quand même l'animation parce que ça permet de réguler malgré tout les prises de parole, de regrouper les questions, d'y répondre en même temps. Enfin voilà, c'est vrai que pour nous, c'est beaucoup plus simple. On gère mieux le temps comme ça et on a fait des études finalement qui nous ont montré un niveau de satisfaction parentale plutôt élevé sur ce type de proposition-là. On a aussi développé un autre format en parallèle du format classique où on se voit toutes les semaines ou tous les 15 jours, soit en présentiel, soit en distanciel. On a développé des formats de stage intensifs sur 2 jours. Donc bon, il n'y a pas de validation scientifique. On peut pas faire, on n'a pas en tout cas pour ambition de réellement aider les parents à mettre en place des stratégies. On va dire que ce sont plus un stage d'information où on donne quand même des stratégies, mais on va pas il y aura pas de retour de tâches. On a un recrutement qui est beaucoup plus important, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple pour certains parents de se libérer sur 2 journées complètes finalement que toutes les semaines. Donc on touche un public vraiment plus important. On a une centaine de familles à chaque fois qu'on fait ce type de stage, qu'on le fait que ce soit en présentiel d'ailleurs ou en distanciel. Donc voilà, c'est une autre. On n'a pas tout à fait les mêmes objectifs, mais c'est aussi finalement un dispositif qui fonctionne assez bien. Alors, quelles sont les grandes étapes des programmes d'entraînement aux habilités parentales? Donc, même voilà, on nous a présenté plusieurs programmes, mais ils réunissent quand même toutes les mêmes stratégies. Donc, on va les voir. Donc, il y a la psychoéducation. On l'a mis en gros parce que c'est vraiment un point très très important, essentiel dans ce type d'approche. Ensuite, il y aura l'analyse des comportements et pour comprendre comment le parent justement, sans s'en rendre compte, peut renforcer certains comportements inadaptés. Comment on va se centrer justement sur le renforcement positif des comportements adaptés, comment passer du temps de qualité avec son enfant, comment apprendre à l'enfant aussi à jouer seul, parfois c'est quelque chose qui peut être compliqué pour certains, pouvoir donner des consignes et des limites claires et adaptées. Il y a des enfants qui vont avoir besoin d'un peu plus de motivation, notamment pour automatiser les routines du quotidien, donc on va utiliser des systèmes de points ou de privilèges. On a rajouté aussi un certain nombre de séances sur la gestion des écrans, qui est aujourd'hui quand même une question d'actualité. La gestion des crises émotionnelles, on verra qu'il y a aussi au centre souvent des plaintes des parents. Comment réagir face aux troubles du comportement de l'enfant en préférant plutôt justement des réparations plutôt que des punitions ou des conséquences logiques. On verra comment on peut aussi gérer les comportements problèmes par des techniques de temps d'arrêt. Vous m'entendez? On apporte aussi aux parents des informations sur comment communiquer avec l'extérieur et notamment avec les lieux de collectivité que sont la crèche et l'école. Et une des séances qu'on apprécie tout particulièrement et qui est aussi très très importante, aujourd'hui on ne peut pas s'en passer, c'est le prendre soin de soi en tant que parent.
parce que s'occuper d'un enfant qui a des troubles du comportement, on a vu, c'est du stress, c'est de l'épuisement. On en parlera en fin de matinée justement avec la question du burn-out parental. Et donc, un des objectifs aussi de ces programmes, c'est de déculpabiliser les parents et de les amener à se permettre de prendre du temps finalement et de l'énergie pour leur bien-être personnel. Alors, comme je vous disais, la psychoéducation, c'est vraiment un pilier central de ces programmes parentaux. Donc, c'est aussi souvent une des recommandations de première ligne dans les troubles du comportement et du TDAH. Donc, ça consiste à expliquer la symptomatologie et ainsi, ça permet aux parents de mieux comprendre et en tout cas d'éviter les fausses interprétations sur le comportement de l'enfant. Des fois, ça suffit même à améliorer le climat au sein de la famille, de comprendre finalement que l'enfant ne fait pas exprès et que c'est lié à sa symptomatologie. Donc, on explique comment on pose les diagnostics, les différents diagnostics possibles autour des troubles du comportement, les causes et aussi les évolutions positives et les perspectives, parce que c'est pas forcément une fatalité et qu'il peut y avoir quand même des finalement, notamment dans le TDAH, on peut en faire une force à l'âge adulte. On leur explique aussi les différents accompagnements possibles. Alors, on sait aujourd'hui que d'apporter de la connaissance, de l'information aux parents, ça diminue leur niveau de stress dans ce monde dans lequel ils sont plongés lorsqu'on a un enfant effectivement différent, à besoins particuliers, d'avoir une connaissance sur les possibilités, notamment en termes de traitement, ça diminue quand même le niveau de stress des parents. On travaille beaucoup aussi à déconstruire les idées reçues, parce que alors les troubles du comportement et plus spécifiquement le TDAH est très médiatisé, mais avec beaucoup finalement de fausses croyances qui véhiculent autour de ces troubles. Donc on aide les parents aussi à faire la part des choses. Ça leur permet aussi de s'armer pour mieux répondre finalement des fois aux reproches qu'ils peuvent avoir de leur entourage. On leur donne aussi des sources de documentation fiables pour que justement ils puissent se retrouver dans toute cette source d'information maintenant qui est disponible sur Internet et pouvoir s'appuyer sur des choses qui sont finalement plus médicales, parce que on peut avoir aussi beaucoup de marketing autour des troubles du comportement et du TDAH où certains vantent finalement des solutions miracles à des coûts exorbitants. Et ce qui est important, c'est aussi de répondre à vraiment l'ensemble des questions des parents. Donc c'est vrai que cette séance de psychoéducation, souvent c'est même pas une séance, c'est 2 séances. On y passe beaucoup de temps. C'est pour ça que c'est vraiment central dans ces programmes. Ce qui est important aussi à travers cette psychoéducation, c'est que les parents comprennent que les symptômes de l'enfant sont variables chez un même enfant en fonction de certains contextes. C'est pour ça qu'on sait que l'environnement peut avoir un effet, soit effectivement de diminuer l'impact des symptômes, l'impact fonctionnel, ou l'accentuer. Donc par exemple, c'est important de comprendre que dans une situation duel, l'enfant va mieux fonctionner, ou sur une situation de courte durée, en fonction aussi de la situation, si elle est particulièrement intéressante ou pas, et s'il y a des renforcements finalement positifs au comportement de l'enfant. C'est ce que disent souvent des parents. Oui, avec moi il est infernal, mais quand il est avec ses grands-parents, tout se passe bien. Voilà. De comprendre aussi que ça vient pas d'eux, mais plus de la situation, du contexte et finalement de ce qu'on partage avec l'enfant à ce moment-là. Voilà. Ensuite, il y a aussi les situations finalement de groupe qu'on retrouve dans les collectivités qui vont être difficiles pour l'enfant, ou quand le parent n'est pas disponible aussi. Et là, on va avoir une augmentation finalement des troubles de l'enfant. Aussi dans les situations qui sont longues, ou quand l'enfant doit attendre, par exemple, ou les situations non structurées qu'on retrouve notamment à la cantine ou à la récréation pour les enfants qui sont scolarisés. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que un enfant qui est fatigué, ou un enfant qui est dans une situation où il ressent une forte charge émotionnelle, va aussi avoir plus de mal à se réguler, à se contrôler, et risque d'avoir plus de troubles du comportement. Et ça, il faut aussi le comprendre pour diminuer notamment son niveau d'exigence dans des situations comme ça qui sont à risque. Alors, une des étapes importantes et par laquelle on commence, ça va être aussi l'analyse des comportements de l'enfant. Donc, ce qu'il faut comprendre dans un premier temps, c'est que les punitions ne fonctionnent pas et ont même un effet délétère.
et finalement les bons comportements ils ne vont pas de soi, notamment dans le TDAH. Donc il va falloir renforcer positivement, c'est-à-dire féliciter, encourager ces comportements adaptés pour augmenter leur fréquence d'apparition. On va essayer aussi d'amener les parents à repérer les schémas en jeu dans les interactions avec leur enfant qui va involontairement finalement entretenir les comportements inadaptés, et on va utiliser pour ça des analyses fonctionnelles. Une des stratégies qui s'appelle le moment spécial, ça va être aussi finalement d'augmenter le temps passé avec l'enfant, mais surtout augmenter un temps de qualité où le parent est disponible ou a peu d'attente envers lui, et ça va être en effet la première étape qui va permettre d'améliorer l'efficacité parentale. Donc cette étape-là du moment spécial et du renforcement positif, on commence toujours par ça, et elle permet de restaurer l'estime de soi du parent et de l'enfant, et aussi un mode d'interaction qui va être plus positif. Donc elle est vraiment indispensable pour accroître la compliance de l'enfant aux consignes par la suite. Alors tout ce qui est renforcement positif, donc féliciter, etc. Parfois c'est pas toujours suffisant. Parfois il faut utiliser une stratégie un petit peu plus puissante pour permettre en fait à l'enfant de mettre en place et d'automatiser certains comportements. Je reprends toujours mon exemple d'aller se brosser les dents par exemple. C'est vraiment quelque chose de plus puissant. Donc l'idée c'est d'avoir en fait un système d'objectifs avec des petits points à gagner, des petits jetons, peu importe en fait. Faut que ce soit plutôt matériel quand même. Que l'enfant puisse le matérialiser ou le visualiser en tout cas. Et c'est très utile pour, par exemple, les routines du quotidien, etc. L'idée étant que l'enfant puisse petit à petit gagner en autonomie sur un comportement en particulier qui aura été mis en objectif, et que petit à petit, en plus, après, ça puisse automatiser le comportement et que ça puisse être utilisé ensuite sur d'autres choses, puisqu'il y a généralement plusieurs choses à travailler pour l'enfant. Et l'idée après, c'est donc en fait qu'il puisse échanger ses petits jetons, ses petites billes, peu importe, contre des petits privilèges. On parle vraiment de petites choses. Je sais pas, des fois c'est prendre un deuxième yaourt. Enfin voilà, c'est pas grand chose, mais l'idée c'est vraiment qu'on vienne apporter finalement une motivation plus importante pour aider l'enfant à passer en fait ce qui est compliqué pour lui, c'est-à-dire faire le comportement en fait. Voilà, ça c'est vraiment, ça fait partie ça et le renforcement, etc. C'est vraiment le cœur des programmes, et encore une fois tout ça c'est des choses qu'on retrouve dans tous les programmes finalement, c'est juste la manière de transmettre qui est différente. Après il y a tout ce qui est aussi donner des ordres efficaces, parce que c'est des enfants du fait de leurs troubles de comportement, etc., qui vont souvent être pris un peu dans un espèce de bruit de fond où ils entendent tout le temps des choses, bouge pas, écoute, viens ici, il faut que tu fasses ça, etc. Et donc en fait, il y a aussi beaucoup de perte d'efficacité dans tout ce qu'on va leur dire. Donc l'idée vraiment c'est de soutenir les parents sur comment les donner des ordres qui soient efficaces, et de ce fait finalement d'aller limiter les conflits qui est derrière en fait, parce que s'ils répètent leur ordre 15 fois, à un moment donné, ça sera pas le même ton, ça sera pas la même chose, et ça peut finir sur des conflits. Et ça, on parle de choses qui peuvent arriver plusieurs fois par jour. Donc l'idée vraiment, c'est de les guider sur le fait que il faut quand même être sûr de ce qu'on demande. On n'est pas obligé de crier pour le demander, mais on peut être ferme tout en étant relativement quand même positif, on va dire, dans la manière de poser les choses, d'être aussi sûr de ce qu'on va demander. On n'est pas là pour demander une faveur, etc. On donne un ordre simple et précis. Et puis, on a toujours aussi ces petits rappels un peu développementaux pour les parents, c'est-à-dire, on va pas demander 10 tâches d'un coup à un enfant de 3 ans, etc. Donc, c'est vraiment un ordre à la fois. Si c'est quelque chose de compliqué, on va fragmenter en petites étapes, etc. Et ce qui est très important pour les enfants, et particulièrement quand ils ont des troubles du développement, c'est vraiment de s'assurer aussi d'être vraiment en contact avec l'enfant. Donc on se met à son niveau, on s'assure d'avoir un contact oculaire, etc. Puisque parfois on a tendance aussi à donner l'ordre alors qu'on est à l'autre bout de la pièce en train de faire autre chose, mais du coup il y a de fortes chances que ça arrive même pas jusqu'à l'enfant en fait. Donc c'est réduire aussi les distractions qu'il y a autour de l'enfant, c'est-à-dire s'il est devant la télé, c'est pas du tout le moment d'aller lui donner un ordre, ou en tout cas il y a de fortes chances qu'il ne l'entende pas.
Et puis éventuellement, alors s'il n'y a pas trop du langage ou autre, c'est peut-être même de faire répéter l'enfant pour être sûr qu'il ait bien compris ce qu'on attend de lui. Et puis pour d'autres, vraiment le support visuel est très important, donc ça peut être d'afficher un peu les petites fiches routines, des choses comme ça. Encore une fois, pour aider aussi l'enfant à gagner en autonomie au quotidien et limiter du coup les risques de conflit. Alors justement, en parlant de crise, on a toute une partie où on accompagne les parents sur les aspects plutôt émotionnels. Alors, il y a toujours on entend beaucoup parler de tout ce qui est l'hypersensibilité émotionnelle, etc. Ce qui est important de retenir, c'est que tout ce qui est décrit dans ce cadre, tout ce qu'on peut lire, etc., c'est que c'est des choses qui n'existent pas du tout en dehors d'un trouble. En fait, à chaque fois, ça renvoie toujours à peut-être, je sais pas, un TSA, un TDAH, des troubles du comportement, etc. C'est quelque chose qui est c'est quelque chose qui est vraiment au cœur des difficultés que rencontre l'enfant et la famille de manière générale. Donc en fait, souvent, c'est des enfants qui sont décrits comme ils ont des réactions émotionnelles qui sont vraiment très excessives par rapport aux déclencheurs finalement. Et ça peut être aussi des enfants qui vont fluctuer très très rapidement dans leurs humeurs en fait, enfin dans leurs émotions en tout cas, avec des fortes réactions à l'intolérance à la frustration, à la justice. Et puis il y a aussi des enfants qui sont en fait irritables un peu tout le temps finalement, c'est un peu l'humeur de fond. Ils sont tout le temps sur un fond énervé, ils vont s'énerver très très vite, ils vont être très vite contrariés, très vite agressifs. Et vraiment toutes ces caractéristiques-là, c'est pas quelque chose qu'on peut expliquer par une hypersensibilité émotionnelle au sens où on peut le lire, l'entendre, etc. C'est vraiment toujours un symptôme en fait d'un trouble. Et c'est souvent la gêne principale pour les parents. On a des groupes où les parents, ils ont des crises de colère, mais vraiment des grosses crises de colère, plusieurs par jour, tous les jours. C'est vraiment, ça vient rajouter au stress et à l'épuisement qui sont déjà en place. Donc voilà, on présente un petit peu aux parents comment ça fonctionne. Donc là, vous voyez en haut un enfant standard qui reçoit un cadeau. Bon, il est super content, c'est logique, mais il redescend tranquillement et puis il passe à autre chose. En bas, vous avez un enfant donc avec ce qu'on appelle une dysrégulation émotionnelle, donc des difficultés à réguler leurs émotions. Donc en fait, il reçoit son cadeau, il est hyper content, mais vous voyez qu'en fait, ça monte à la fois plus haut et ça dure vraiment plus longtemps aussi. Et celle-ci, elle est importante parce que c'est aussi, on parle de la colère, etc., mais en général, c'est des enfants qui ont du mal à réguler toutes leurs émotions. Et c'est des enfants d'ailleurs qui, quand ils sont justement super contents ou excités, etc., qui peuvent aussi complètement déborder en fait. C'est vraiment pas que sur de la colère ou de la frustration. Mais ça va donner aussi ce schéma qui est que on a rarement une seule émotion dans la journée. Donc quand ça se cumule, un enfant qui a pas de dysrégulation émotionnelle, il a son émotion, elle redescend, l'autre elle arrive et ainsi de suite. L'enfant qui a une dysrégulation émotionnelle, il est même pas redescendu de sa première émotion que l'autre vient se surajouter, etc. Et très souvent aussi, ça permet d'illustrer aux parents qui disent oui, mais il fonctionne bien dans tous les contextes, mais il y a que à la maison où c'est compliqué. Et en fait, c'est aussi des enfants parfois qui ont on appelle ça l'effet cocotte minute, c'est-à-dire que ça tient toute la journée, et puis arriver à la maison où finalement on est avec les parents, on est à l'aise, etc. Il y a tout qui déborde en fait. Donc des enfants qui peuvent par exemple craindre un petit peu le regard des autres ou autres, et ils vont vraiment se contenir toute la journée. Et puis du coup, malheureusement, ça tombe sur les parents, et à la fois c'est parce que c'est les personnes avec qui ils sont en confiance et où ils lâchent tout en fait. Mais ça permet aussi de déculpabiliser les parents sur ce point-là. Voilà, donc après il y a des séances spécifiques, on explique vraiment comment fonctionne en fait une colère, une crise, etc. Donc on va essayer de travailler sur les facteurs déclencheurs, typiquement tout ce qui est facteur aussi physiologique. L'enfant quand il a faim, quand il est fatigué, il va forcément plus vite se mettre en colère. Donc il y a des choses sur lesquelles on peut quand même anticiper, agir. Et puis l'idée c'est en fait d'essayer tant bien que mal d'être le plus calme possible tout au long en fait. Proposer de l'aide à l'enfant, proposer des petites stratégies de régulation quand il est en train de monter. Et en fait c'est aussi de leur transmettre l'information que quand l'enfant il est au sommet de la crise, de toute façon il faut juste attendre que ça redescende d'arriver là. Ça sert à rien de parler, ça sert à rien l'enfant n'est plus accessible de toute manière. Donc en fait l'idée c'est que chacun se retire, ça monte pas en escalade. Et puis en fait on attend que l'enfant redescende de sa colère pour reprendre doucement contact s'il est prêt, et puis ensuite prévoir des réparations suivant ce que l'enfant a fait pendant sa crise de colère.
Et on a effectivement après toutes les stratégies plus entre guillemets punitives, mais dans le sens où il y a quand même des comportements qu'on est obligé de reprendre. Mais là, l'idée, c'est vraiment d'avoir plutôt une réparation. Donc, quand il y a transgression d'une règle importante ou quand le comportement peut causer du tort à autrui, l'idée, c'est de proposer donc une réparation. Évidemment, on fait ça dans un second temps quand l'enfant est calme, quand le parent est calme aussi. Et puis de discuter éventuellement avec l'enfant de ce qu'il pourrait faire pour réparer en fait le comportement, la chose qu'il a faite. Par exemple, s'il a mis du bazar partout et que c'est pas le moment de ranger ou autre, en fait on lui demandera de participer à une tâche le lendemain par exemple ou quelque chose comme ça. Là je dis le lendemain, mais l'idéal surtout pour des jeunes enfants c'est que ce soit quand même pas trop à distance parce que sinon en fait l'enfant est passé à autre chose. Donc pour que ça ait du sens, qu'il y ait vraiment comportement conséquence, c'est-à-dire la réparation, il faut que ce soit le plus près possible dans le temps quand même. Et puis il y a aussi les conséquences logiques alors qui vont aussi avec, c'est-à-dire tout simplement on demande à l'enfant de faire certaines choses avant d'avoir son temps de jeu, il fait pas ses tâches, il traîne, etc. Et tant pis en fait le temps de jeu il décale aussi en fait. Voilà, ça c'est des choses qui sont assez logiques qui découlent, mais l'idée aussi c'est pas de renforcer comme je disais tout à l'heure où si l'enfant par exemple il fait pas ses tâches, il a quand même son jeu, quel est l'intérêt de réessayer de faire les tâches le lendemain, autant aller directement au jeu en fait. Donc c'est d'essayer qu'il y ait des conséquences logiques qui découlent des comportements. Et le temps d'arrêt, dont on entend pas mal parler aussi. Là, l'idée vraiment, c'est quand l'enfant déborde vraiment, quand il est très agité, quand il se met à insulter, quand il y a vraiment des choses qui c'est pas possible. L'idée vraiment, c'est de proposer en fait un temps mort. L'idée, c'est vraiment comme sur un terrain de jeu où quand on met la personne quelques minutes sur le côté. Voilà, c'est un peu cette idée-là. C'est permettre à l'enfant de revenir à un état de calme, donc physiologique, émotionnel. Accessoirement pour les parents également, en fait, de prendre ce temps de redescendre. Et c'est vraiment pas l'idée d'une punition. C'est plus, comme on a mis là, c'est je vois que c'est compliqué pour toi, je vois que tu t'agites, voilà. Je te propose d'aller prendre le temps de te calmer à tel endroit. Idéalement, c'est un endroit qu'elle a déjà désigné. Ça peut être un coussin par terre, quelque part, etc. Et on laisse l'enfant, alors l'idée c'est de délimiter dans le temps, éventuellement d'avoir un timer pour que l'enfant évite de se relever régulièrement. Mais voilà, c'est vraiment en fait un temps d'arrêt où l'enfant, l'idée c'est qu'il se calme, le parent aussi, avant de retourner en fait à ce qu'ils étaient en train de faire. On aborde aussi avec les parents dans ces groupes les règles hygiéno-diététiques. Donc je vais passer rapidement, mais il y a souvent des difficultés autour du sommeil, de l'alimentation. Bon, il faut avoir une alimentation équilibrée, mais au-delà de ça, c'est-à-dire qu'un enfant fatigué, un enfant qui a faim, c'est un enfant qui est agité, qui est irritable. Si vous avez faim, si vous êtes fatigué, en tant qu'adulte, vous allez être peut-être plus irrité et plus agité. Donc ça, ce sont des choses physiologiques, mais des fois, il faut que les parents en prennent conscience. Par exemple, le week-end, on peut avoir tendance à décaler le temps du repas. Et pour un enfant, ça peut être compliqué et à l'origine de crises. On évoque aussi l'activité physique, puisqu'il y a des parents aussi des fois qui, ces enfants ont des emplois du temps surchargés. Et alors c'est important qu'ils aient une activité physique, c'est quelque chose à favoriser, mais dans une certaine limite, avec aussi des temps calmes et pas une suractivité qui va les fatiguer. Et je vais pas ouvrir cette parenthèse, mais bien sûr, on parle de la gestion des écrans. On leur apprend aussi à communiquer avec l'extérieur. Donc ça, c'est juste pour qu'ils soient armés face aux préjugés, qu'ils puissent connaître leurs droits, mais aussi à des moments donnés, ne pas aussi perdre trop d'énergie dans des combats, des fois, notamment avec les écoles par rapport aux aménagements, qui sont des combats des fois qui sont entre guillemets perdus d'avance, et déployer cette énergie plutôt pour leur enfant que dans cette guerre. Voilà, on en reparlera sûrement cet après-midi plus en détail. Alors là, c'était juste pour finir, vous présenter les types de groupes qu'on propose sur notre service. Donc on a des groupes classiques type Barclay. Alors on les a changés parce qu'au fil des années, on les a modifiés pour répondre au mieux aux attentes et finalement au partage des familles. Donc on a un format en ligne de 2 jours dont on vous a parlé, et ensuite on a aussi des groupes qui s'appuie plus sur des stratégies de résistance non violente pour des enfants à comportement tyrannique qu'on fait en distanciel aussi. C'est une des seules consultations qu'on a d'ailleurs qui est nationale. Donc ça c'est pour des plus grands, c'est à partir de 6 ans. Et ce sont des enfants qui ont une violence verbale ou physique mais qui est uniquement intrafamiliale.
Donc on a également un groupe appelé DP Kids. Alors en fait c'est un groupe vraiment donc qui utilise le programme Mieux Vivre avec le TDAH à la maison, mais l'idée de ce groupe c'est vraiment l'indication c'est pour des enfants qui ont une dysrégulation émotionnelle. Et donc là celui-là il est associé en général les enfants ont un groupe aussi en même temps que les parents sont reçus. Donc c'est 6 à 8 familles en moyenne et là on est sur des séances d'1 heure une fois tous les 15 jours et on est 2 psychologues à l'animer. Le groupe GCOP donc c'est basé sur le même programme, mais là, pour le coup, c'est 6 séances, mais elles durent 3 heures. Et c'est 2 fois par mois. Donc là, c'est vraiment beaucoup plus soutenu, en fait. Il y a vraiment beaucoup plus de temps avec les familles, des retours encore un peu plus individualisés, etc. Et puis, donc, c'est 3 soignants d'une unité qui l'animent. Et puis, il y a un médecin qui intervient sur quelques séances sur des aspects vraiment médicaux et notamment traitements médicamenteux. Et donc on a aussi donc le groupe Incredible Years qui est en place. Donc en fait je le co-anime avec mon collègue psychologue qui lui a été formé donc sur la tranche d'âge en fait moins de 6 ans. Moi je suis formée pour les plus grands. Et là donc on fait 12 séances de 2 heures et c'est toutes les semaines. Et on fait une séance de rappel à 3-4 mois environ pour faire un petit point aussi avec les familles, voir un peu où ils en sont. Donc c'est 10 à 12 familles et la famille élargie et conviée. Donc c'est-à-dire par exemple s'il y a des enfants où c'est les grands-parents qui s'en occupent tous les mercredis, tous les samedis, les grands-parents sont les bienvenus. L'idée aussi c'est aussi ce côté que les grands-parents puissent aussi comprendre tout ce que les parents essayent de mettre en place, etc. pour déculpabiliser également, mais aussi parce que tout ce qui est mis en place, c'est bien si ça peut être suivi en fait aussi sur d'autres temps. Et juste ce que je suis en train de me dire en même temps que je parle, c'est que évidemment les parents qui participent à ces groupes, etc., c'est dans le cadre d'un suivi plus global. Hein. Là, je mets qu'on a une séance rappel à 3-4 mois, mais en fait, il y a aussi le suivi en parallèle, en individuel, dans un certain nombre de cas. Mais en tout cas, voilà, pour dire que l'accompagnement des parents, ça fait partie vraiment de nos axes principaux dans le service au niveau de ce qu'on propose. Et bon, on va peut-être pas tout détailler. Voilà, c'était les différentes choses qui existaient. Ça, c'est des ressources qui peuvent être, qui s'adressent directement aux parents, donc qui peuvent être conseillées aux parents. On vous a rajouté aussi ces 2 programmes-là. Alors nous, on n'a pas trop de prise en charge des enfants TSA, c'est l'autre service du professeur Amaria Bagdali. Mais il existe, sachez, des programmes spécifiques pour les troubles du comportement chez les enfants TSA, plus spécifiquement. Et voilà, on vous a mis les dures des références. Donc il y a le programme Ruby qui s'adresse aux enfants d'âge préscolaire et l'ABC du comportement du coup qui est aussi pour les enfants de moins de 8 ans. Donc on retrouve les mêmes stratégies mais adaptées à la particularité quand même des enfants qui présentent un trouble du spectre de l'autisme. Voilà, et donc pour conclure, hein, on l'a bien dit, c'est les programmes d'entraînement aux habiletés parentales, c'est vraiment un axe principal dans la prise en charge des enfants qui sont reçus, qui ont des troubles du développement. Et l'idée vraiment, c'est d'aider les parents en fait à augmenter l'utilisation des stratégies adaptées, plus en versant, on va dire, positif, mais d'améliorer aussi la communication intrafamiliale, la résolution de problèmes intrafamiliaux. Et l'idée vraiment, c'est d'augmenter le sentiment d'efficacité personnelle des parents, augmenter leur sentiment de compétence parentale et de ce fait, en fait, diminuer les troubles du comportement de l'enfant, améliorer la compliance au quotidien et voilà, améliorer le fonctionnement familial. Voilà, et je finirai juste sur les enjeux autour de ces programmes. C'est finalement de multiplier l'offre sur le territoire de ces programmes qui sont recommandés, mais aussi d'adapter ces programmes au niveau développemental, c'est-à-dire pour les plus jeunes enfants, pour les adolescents, et aussi pour des profils un petit peu particuliers, comme on essaie de faire dans le service avec des enfants qui ont plus une irritabilité ou une violence particulière. Voilà. On vous remercie de votre attention. Oui, et juste pour ajouter, c'est vrai qu'on voit au fil des séances des parents qui vont finalement ouvrir leur caméra, témoigner. Et puis c'est aussi des parents quand même qui ont un planning des fois très chargé avec de multiples rendez-vous pour les parents. Et en fait, rajouter des rendez-vous, c'est pesant pour eux, c'est difficile. Et c'est vrai qu'on y retrouve, enfin tout le monde s'y retrouve, et particulièrement les parents. Comment vous évaluez l'efficacité de vos interventions en visio avec 100 participants ? Qu'est-ce qu'il en reste au final de cette Alors c'était la satisfaction qu'on évaluait, c'est pas l'efficacité.
C'était la satisfaction des parents entre les programmes en présentiel et en distanciel, pas l'efficacité. Ça, on n'a pas de retour encore sur l'efficacité. Ce qu'on a, c'est des retours empiriques d'expérience, et c'est vrai que, alors c'est pas suffisant, et souvent ça amène les parents des fois à s'engager dans un suivi plus long. C'est aussi des fois une porte d'entrée de comprendre, parce que ça fait peur aussi des fois de s'engager dans un groupe avec d'autres parents où on va m'expliquer comment faire avec mon enfant. Donc des fois aussi c'est juste une porte d'entrée vers un groupe plus long et là, où on va pouvoir effectivement développer des stratégies plus individuelles avec les parents. Qu'en est-il de l'intégration de patients experts du TDAH dans des groupes Barclay ? On le fait pas systématiquement, ça vous avez raison, et c'est une très bonne idée. Mais souvent, vu que il y a quand même un côté génétique dans le TDAH, on a beaucoup de parents qui eux-mêmes sont TDAH et vont témoigner. Dans la psychoéducation, on parle du TDAH adulte aussi pour que les parents puissent reconnaître aussi leur particularité, qui n'est pas toujours un trouble. Et on a des parents qui témoignent à la fois des difficultés qu'ils ont rencontrées et aussi des stratégies qu'ils ont mis en place pour les surpasser. Donc vous avez raison, c'est très important. Merci. Merci à vous. Et de même pour les stages de 2 jours, en fait, vous n'avez pas d'évaluation, puisqu'en fait c'est quelque chose qui est... En fait, c'est beaucoup de choses qui sont diffusées au niveau des parents, mais quelle en est l'utilisation derrière et l'impact? Alors nous, notre objectif, souvent sur ces 2 jours, c'est de changer d'état d'esprit uniquement. Et c'est vrai que ça, on a des retours très positifs des parents, de mieux comprendre le fonctionnement de l'enfant. Alors ils mettent pas en place les stratégies, ça c'est difficile, ça met du temps, et c'est pas vraiment l'objectif qu'on a nous derrière, mais ça change quand même. Enfin, on a des améliorations quand même pour certaines familles qui sont assez spectaculaires rien que sur ces 2 jours de stage. Après, il faudrait une évaluation, je suis d'accord avec vous, plus rigoureuse de l'efficacité en tout cas. Comment vous faites l'orientation des situations vers les différents PEHP que vous avez mis en place? Merci. Peut-être je vais donner une réponse sur nos stages de 2 jours. Tous les parents sont invités en fait. Dès la première consultation, dès que sont repérés des troubles du comportement de l'enfant, ils sont invités à participer à ce stage de 2 jours. Ça, c'est systématique dans le service. C'est pour ça qu'on a un grand nombre de parents. On accueille aussi des parents qui sont suivis dans d'autres services, d'ailleurs, ou sur le libéral. Et ensuite, je vais laisser la parole du coup à Alice. Alors sur le groupe React, c'est très spécifique, comme le disait Jessica, sur des violences intrafamiliales. Donc là, du coup, c'est assez facile d'adresser. Mais par exemple, je suis pas du bon côté. Sur le groupe DP Kids, par exemple, donc c'est vraiment où il y a vraiment une gêne avec une dysrégulation émotionnelle importante. Entre nous, c'est le groupe gestion de la colère en fait. Donc vraiment parce qu'il y a des enfants qui ont des troubles du comportement sans forcément avoir des grosses colères quotidiennes, etc. Mais très souvent, les parents qui sont dans ce groupe-là, ils ont fait le stage Barclay. Gestion des comportements opposants, c'est vraiment pour aller plus loin parce que c'est encore plus soutenu. Donc ça serait par exemple des parents qui ont fait le stage Barclay mais pour lesquels ça reste compliqué de mettre en place les choses et du coup ils vont faire ce groupe qui est encore un peu plus soutenu finalement. Incredible Years, pour le coup, c'est vraiment au niveau de la tranche d'âge parce qu'en fait, dans le service, on fait jusqu'à 6 ans, 7 éventuellement. Donc là, c'est assez facile d'adresser, mais voilà, c'est pas rare que les parents fassent plusieurs groupes. On a des parents qui font Incredible Years et puis quand l'enfant est plus grand, ils vont faire le stage Barclay et ainsi de suite. Et DP Kids, c'est à partir de quel âge pour les enfants? C'est à partir de 7 ans, je crois, 6-7 ans, il me semble. Ouais. Et vous avez une étude en cours pour le stage intensif 2 jours ou vous évaluez juste la satisfaction des parents, ce qui est déjà énorme? Non, on a alors une recherche en cours sur DP Kids et on a une recherche en cours aussi sur les stages de 2 jours où on compare une approche purement Barclay justement sur 2 jours avec une approche qui intègre plus de la résistance non violente pour les enfants qui ont un profil plus irritable. Oui. Donc on aura peut-être, et c'est une grosse recherche multicentrique qui intègre beaucoup de centres hospitaliers aussi, avec un objectif de formation aussi des professionnels sur ces techniques-là. Merci.